Alexandre m'a demandé de vous parler du rôle de la femme dans la famille et dans la cité. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, ce sujet-là, je ne l'ai pas encore vraiment creusé, travaillé. Et donc, voilà, j'ai un peu regardé d'où je pouvais partir. Et puis, au fur et à mesure que je creusais, je me suis dit, je vais faire pas la même chose. Je vais vous faire le cheminement que j'ai fait, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je suis partie un petit peu de la surface. Et puis, au fur et à mesure, j'ai creusé. Voilà, pour vous, je vais vraiment partir, on va dire, du global, d'une vision plus large, et ensuite focaliser petit à petit. Donc, peut-être que la première partie va vous sembler plus théorique et peut-être plus abstraite, mais ne vous en faites pas. Après, on va vraiment rentrer dans le concret, dans des exemples concrets, vraiment dans la vie quotidienne. Donc, on va d'abord voir, comme je l'ai écrit au tableau, le rôle, qu'est-ce qu'une société politique. Ensuite, le rôle de la femme de façon générale, surtout par rapport à l'homme. Et ensuite, vraiment la mission spécifique des applications pratiques, on va dire, au quotidien. Tout ce qu'on va pouvoir tirer comme leçon de ce qu'on a vu dans la première partie par laquelle je vais commencer. Alors, pourquoi parler du rôle de la femme dans la famille et dans la cité ? Parce que je pense que, premièrement, c'est un rôle qui est souvent incompris. Et surtout par les femmes, et quand on ne comprend pas quelque chose, je pense qu'on a plus tendance à se rebeller, parce qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on ne sait pas quel est le but, on ne sait pas, voilà, on n'arrive pas à se situer, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors carrément on peut s'en désintéresser. Comme on voit pas trop l'intérêt, on se dit voilà, je vais vivre normalement, faire ma petite vie, mais si on comprend pas vraiment les causes profondes de notre mission, et de la société politique, on va avoir tendance à se désintéresser de tout cela. Et deuxièmement, je pense que c'est un rôle dont on sous-estime parfois l'ampleur. Donc souvent, les femmes, si on leur parle de politique, de bien commun, voilà, c'est peut-être des choses qui vont un petit peu leur passer au-dessus. Peut-être pas vous, parce que voilà, vous commencez déjà à être formés là-dessus, mais c'est vrai que de façon générale, on peut avoir tendance un peu à oublier, on va dire, les causes premières, et donc à un peu se désintéresser, ne pas voir toutes les responsabilités que l'on a par rapport à ça. Donc la série des 3 cours a vraiment pour but de on va dire, de mettre la vocation de la femme en perspective pour mieux en comprendre l'importance. Donc d'abord on met en perspective pour comprendre l'importance, et ensuite on va la mettre un petit peu à plat, j'allais dire, pour en tirer les conclusions pratiques au quotidien. Alors vous n'avez pas, vous êtes assez, j'ai une audience éclectique. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont jeunes, moins jeunes, qui font leurs études, qui sont encore dans leur famille, etc. Donc je pense que vous n'avez pas peut-être les mêmes attentes, la même maturité, la même vision de votre rôle de femme. Et mon but aujourd'hui est vraiment, peut-être pour celles qui sont déjà mariées ou qui ont déjà fait un bon chemin de vie, c'est peut-être plus pour, on va dire, consolider vos connaissances, vous aider à transmettre aussi, parce que parfois il y a des choses que l'on sait, que l'on comprend, avec lesquelles on est d'accord, mais on a peut-être du mal après à le transmettre à ses enfants. Et pour celles qui sont peut-être plus jeunes et pas encore mariées, c'est aussi tout simplement comprendre tout cela et savoir ce qui vous attend en fait. Donc je commence tout de suite la première partie sur la société politique et le bien commun. Donc pour vous donner un peu le plan, dans une première partie, je vais vous parler de l'importance de la société politique et du bien commun. Dans la deuxième partie, je vous parlerai des devoirs de l'individu. Donc j'ai mis individu parce que c'est à la fois hommes et femmes de façon générale. Donc devoirs de l'individu par rapport à la société. Et dans la dernière partie, nous parlerons de comment définir la femme dans cette société politique. Donc là, c'est vraiment le cours, comme je vous disais, qui va être peut-être le plus théorique, un peu philosophique, on va dire. Mais c'est vraiment important pour comprendre, comme je vous disais dans l'introduction, pour comprendre l'importance de votre rôle ensuite. Donc pour commencer par bien définir ce dont nous parlons, même si vous avez déjà entendu ces mots-là, donc société politique. La société politique est une société parfaite, c'est-à-dire elle permet à l'individu d'y vivre et de bien y vivre sans aide extérieure. Donc c'est une société parfaite qui est composée d'hommes donc en famille, donc pour ça aussi le titre Dans la famille, dans la cité, et dirigée par une autorité qui l'organise par des lois en vue du bien commun.
Donc quand on dit société parfaite, c'est parce qu'il existe aussi des sociétés imparfaites, telles que la famille, la tribu. Par exemple, une famille toute seule ne peut pas s'en sortir dans la société, ça suffit pas pour faire marcher, on va dire, toute la société ou toute la famille. Il y a besoin d'autres intermédiaires, on va dire, pour y arriver. Donc il y a des sociétés imparfaites, mais la société politique, c'est la société parfaite qui est composée donc de toutes ces familles. Alors pourquoi une société politique est nécessaire à l'homme? Parce que l'homme, contrairement à la plupart des animaux, l'homme, on va dire, se distingue de l'animal par sa nature sociale et sa nature politique. C'est pour ça qu'il a besoin d'une cité. Sinon, j'aurais pu vous dire, tiens, le rôle de la femme, juste dans la famille, dans le petit cercle, etc. Mais non, ça s'arrête pas là. Il y a vraiment la famille fait partie de la cité. Il faut pas voir seulement le petit bien individuel. Il faut voir aussi vraiment au sens plus large le bien commun. Et donc, pourquoi l'homme on dit souvent, voilà, l'homme est un animal social et politique. Alors pourquoi social? Tout simplement parce que l'une des spécificités par rapport aux animaux, notamment, c'est le langage. S'il y a un langage, ça présuppose une réciprocité, enfin un rapport avec d'autres personnes, d'autres individus. De plus, l'animal est protégé naturellement. Un animal peut survivre facilement dans la nature sans sa famille, même dès ses premiers jours, on va dire. Il a ses griffes, il a ses cornes, il est capable de se nourrir tout seul, alors que si vous laissez un bébé déjà, si vous le nourrissez déjà et que vous ne le choyez pas, il y a des études qui sont même sorties là-dessus. Un être humain va avoir du mal à se développer, même si on le nourrit, qu'on le laisse dormir, donc on lui donne ses besoins basiques. Mais si un bébé n'a pas de câlin, d'affection, de quelqu'un qui lui parle, il va pas se développer du tout aussi bien que les autres bébés à qui on donne de l'affection. Donc vraiment, un bébé humain, évidemment, ne s'en sort pas tout seul. Enfin, si vous le laissez tout seul dans le jardin, un bébé qui vient de naître, évidemment, il saura ni se nourrir, ni prendre soin de lui, et il va mourir très très vite. Donc le petit être humain a besoin d'une famille, d'une première société pour subvenir à ses besoins. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que l'homme est un animal social. Et pourquoi l'homme est un animal politique? Parce que, comme je le disais avant, la famille a besoin d'intermédiaires pour pouvoir, pour réussir à survivre. Il faut bien des échanges de services, de biens, un peu ce qu'on pourrait appeler le troc presque, pour que la famille réussisse à bien vivre. Donc la famille en elle-même, même si c'est déjà pas mal, ne peut pas subsister dans la cité. Il faut vraiment une société supérieure qui va organiser, et c'est ce qu'on appelle la société politique. Donc l'homme est un animal politique qui a besoin de cette société politique. Et à quoi est ordonnée cette société politique? À quoi sert-elle? Est-ce que c'est juste pour vivre, permettre à chacun de survivre, entre guillemets? Non, cette société est organisée pour le bien commun. Comme je le disais, c'est la partie qui est ordonnée au tout, et c'est pas le tout qui est ordonné à la partie. Donc c'est d'abord le bien, on va dire, global, le bien commun, avant le bien de tous, avant le bien individuel. Ça veut pas dire, j'y reviendrai après, ça veut pas dire que le bien individuel est nié et que c'est tout d'abord le bien commun et qu'on s'en fiche des individus, mais ça veut dire en tout cas que c'est le bien commun qui passe d'abord. C'est saint Thomas qui disait dans la Somme théologique: l'homme tout entier est ordonné à la communauté entière dont il fait partie. Donc le bien le plus immanent, donc le plus proche de l'homme, est le bien commun de la cité dont il fait partie. Et ce qui est, mais ça j'y reviendrai plus tard aussi, comme finalement le bien commun c'est aussi le bien de l'homme, finalement les deux se recoupent. Ça ne veut pas dire que l'homme est malheureux et il faut juste que la cité aille bien, mais finalement le bien commun est aussi le bonheur de l'homme. Et donc la fin naturelle la plus proche de l'homme, c'est la vision béatifique. Donc on va dire que l'homme, qu'est-ce qu'il cherche? L'homme, je dis l'homme, vous avez compris, l'homme avec un grand H. Ça je le dis souvent dans mes conférences, pourquoi on est sur cette terre? C'est pour aller au ciel. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas juste vivoter, on ne veut pas juste être tiède. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller au ciel, retrouver le bon Dieu, avoir la vision béatifique, être des saints. Voilà, c'est pas juste vivoter, c'est vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, justement, le bien commun
politique est ordonnée à cette fin ultime, la vision béatifique. On va dire, c'est pour ça que je dis que le bien individuel, finalement, est pris en compte dans ce bien commun, puisque le bien commun politique est ordonné à la vision béatifique. Donc finalement, militer politiquement, faire de la politique, bon, j'aurais peut-être dû préciser, peut-être plus au sens large, ça ne veut pas forcément dire être dans... mais ça, vous l'avez bien compris, c'est pas forcément être dans des partis politiques ou être maire d'un village, bon, ça peut être ça aussi, mais faire de la politique, c'est pas seulement ça, mais justement le fait de s'impliquer, de comprendre ce qu'est la politique, voilà, tout ce que vous faites ici, c'est aussi, c'est vraiment un devoir, on va dire, en tant que catholique, c'est pas une option. Et là intervient ma première petite remarque, peut-être pour les femmes. C'est plus compliqué pour les femmes de comprendre des choses lointaines, abstraites. Nous, on est plus dans le concret, dans ce qui nous touche, dans ce qu'on va voir, dans ce qui est immédiat, dans ce qui est vraiment notre cercle proche. Et parfois, on a du mal, du coup, à avoir une vision plus globale, plus à long terme. Et c'est vrai que parfois, on ne comprend pas pourquoi les hommes s'intéressent à la politique, ou alors on va les culpabiliser parce qu'ils y passent du temps, ou alors nous-mêmes, on va complètement s'en désintéresser, et, voilà, ne pas voir l'intérêt de ces choses parce que ça nous touche pas finalement. Et justement, ce cours aussi a pour but de vous montrer, comme j'ai dit, je pars de la vision globale et je vais vous montrer finalement l'importance de tout cela pour que vous puissiez vous approprier tous ces termes et toutes ces idées et les intérioriser presque et voir finalement au quotidien ce que ça vous apporte et les devoirs aussi que ça vous donne vis-à-vis de cette société politique. Et donc là, je vais vous repréciser justement ce que je disais avant par rapport au bien commun et au bien de l'individu, qui ne s'opposent pas, comme je le disais, mais qui doivent être ordonnés, qui doivent être mis dans un certain ordre, tout simplement, pour ne pas s'opposer et pour qu'il n'y ait pas de désordre et de confusion, on va dire, ou de mauvaise priorité entre les deux. Donc la cité, c'est un ensemble de personnes diverses et variées, réunies en une communauté, en raison de leur nature sociale et politique, comme je le disais, et en vue du bien commun. Et comme la fin de la société politique, c'est le bien commun, comme nous l'avons vu, donc c'est l'unité, le bien commun commence déjà par l'unité de la cité, et qui peut aussi s'appeler amitié politique, puisque la société politique est composée d'individus, qui doivent donc bien s'entendre entre eux, on va dire, c'est l'amitié politique. Donc les membres doivent s'entendre entre eux, et c'est saint Thomas qui disait « Les partis sont ordonnés à la perfection du tout. Le tout n'est pas pour les partis, mais les partis sont pour le tout. » Donc tous les citoyens sont ordonnés à la cité et pas le contraire. En s'ordonnant au bien commun, l'individu ne nie pas son bien particulier, puisque c'est dans le bien commun qu'il trouve son bonheur, comme on disait, le bien commun qui a pour but d'amener les individus aussi à la vision béatifique, entre autres. Donc finalement, le bien du tout vaut mieux que le bien particulier. Et on le verra après, ça ne veut pas dire qu'on nie le bien particulier de chaque personne, bien au contraire. On va passer à la deuxième partie de ce premier cours sur les devoirs de l'individu vis-à-vis de cette société. On va reparler du bien commun, ensuite de l'amitié politique que j'ai vaguement évoquée, et ensuite les conséquences que l'on peut en tirer pour vraiment les individus, hommes comme femmes. Et ensuite on verra dans la dernière partie le cas particulier des femmes. Donc nous avons vu l'importance et la nécessité surtout de la société politique pour l'homme, pour qu'il puisse survivre, et pas seulement survivre, mais vivre et bien vivre. C'est pas seulement vivoter, c'est vraiment donner le meilleur de lui-même et bien vivre. Maintenant, on va voir comment l'individu se situe par rapport à cette société, quels sont ses devoirs, ce à quoi il doit tendre. On a déjà évoqué le fait de s'intéresser à la politique et de s'impliquer dans l'action politique. Et maintenant, on va un petit peu plus voir donc, qu'est-ce que le bien commun et qu'est-ce que l'amitié politique pour mieux comprendre un peu les devoirs en tant qu'animal social et politique. Alors, qu'est-ce que le bien commun ? On va dire que le bien commun, donc, c'est la finalité de la société politique.
c'est la fin intermédiaire de l'homme, c'est-à-dire ça va être sa fin la plus proche sur cette terre, mais qui est ordonnée à sa fin ultime, qui est donc, comme je l'ai dit, la vision béatifique. Donc le bien commun est spirituel, c'est-à-dire qu'il n'est pas matériel, c'est-à-dire un bien matériel, ça perd de la valeur, on va dire, à chaque fois qu'on le divise. Si par exemple vous avez une maison et que vous la donnez à vos enfants, et que vous avez 4 enfants, mais chaque enfant aura une partie, un quart de la maison, que ce soit en argent ou alors physiquement la maison, voilà, qui est séparée en 4. Un bien spirituel, au contraire, ne va pas se diviser lorsque l'on va le partager, mais il va presque se multiplier plutôt, puisque les bénéficiaires vont tous avoir au moins la même partie, ou plus ou moins. En tout cas, c'est spirituel, c'est pas matériel. Donc les hommes s'unissent entre eux, comme je le disais, pour vivre, pour bien vivre, mais vivre aussi en conformité avec leur nature, tout simplement, qui n'est pas seulement une nature humaine et physique, j'allais dire, mais aussi évidemment la nature spirituelle et rationnelle. Donc le bien commun a cet aspect à la fois matériel et spirituel, puisqu'il doit la société doit permettre à l'homme de bien vivre matériellement pour ensuite bien vivre spirituellement. Je ne sais pas si c'est très bien dit, ça vous fait bien comprendre, mais évidemment, si on est tous dans la misère, qu'on est en train de mourir de faim, que c'est la guerre en permanence et que, voilà, finalement, on ne peut pas bien vivre, on ne peut pas s'élever au-dessus de toutes ces considérations matérielles. Donc, évidemment, un des rôles de la société politique, c'est de pourvoir déjà aux besoins les plus basiques de l'homme. Et ensuite, une fois que l'on a cette aisance matérielle, voilà, là on peut déjà aller plus loin. Donc le bien commun présuppose l'existence donc de la propriété privée, et donc par opposition au communisme notamment, et en même temps, c'est ni le communisme, on va dire, ni le libéralisme, c'est le juste milieu, l'équilibre, comme souvent il est toujours question d'équilibre dans la vie. Et donc, je le répète, mais donc c'est pas vraiment aisance peut-être le mot, mais cette facilité matérielle ne doit pas être la fin en soi. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. C'est le but dans la vie, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la plus grande maison possible, d'accumuler le plus de biens possible. On est aussi dans une société de consommation et de surconsommation. Là, non, c'est pas le but premier. C'est pas le but ultime, plutôt ça va être c'est même pas un but premier, c'est plus une condition pour pouvoir bien vivre. Et comment donner aux individus ces bonnes conditions pour bien vivre, c'est leur offrir une société dans laquelle règnent 3 choses: la justice, l'ordre et l'amitié politique. Après, je vais pas développer forcément toutes ces notions, là c'est juste plus pour vous donner on va dire un aperçu global et comprendre l'importance de toutes ces choses. Donc les 3 constituantes du bien commun, c'est donc la justice, ne pas causer de tort aux autres. Je résume à chaque fois vraiment en une petite phrase. L'ordre, donc l'absence de trouble, la paix, et l'amitié politique, qui est, vous le remarquerez, la seule valeur strictement positive. On va dire la justice, c'est ne pas causer de tort, c'est une négation. L'ordre, c'est l'absence de trouble. Et par contre, l'amitié politique, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce que l'amitié politique ? Je passe à ma deuxième sous-partie. L'amitié politique est la bienveillance réciproque entre l'ensemble des membres de la cité. Comme on l'a vu, justement, une des différences par rapport à l'animal, c'est que l'homme est social et politique. Donc, une des conditions pour trouver le bonheur, étant donné qu'il est fait pour vivre en société, c'est de vivre dans l'amitié. Alors qu'est-ce que l'amitié ? C'est vouloir le bien de l'autre. Et vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir son bien réel. Pareil, on est dans une société où tout le monde se dit ami, tout le monde discute avec tout le monde se vante d'avoir je ne sais pas combien de contacts, d'amis Facebook, etc. Alors que finalement, une vraie amitié, c'est de vouloir le bien de l'autre, c'est de vouloir que l'autre aille au ciel, tout simplement. Et
un vrai ami, parfois, a des choses difficiles à dire. Un vrai ami, c'est pas juste on s'entend bien, on papote, etc. Un vrai ami, parfois, dit des choses difficiles pour dire, écoute, là, non, là, là, tu te trompes, ou là, tu fais le mal, ou il faudrait que tu changes ça, il faudrait que tu... C'est parfois donner des conseils un peu difficiles, ou dire les choses, tout simplement, mais pour que la personne, finalement, grandisse, se sanctifie, et atteigne le vrai bonheur, qui est donc le bonheur du ciel. Et avoir des amis ou avoir la volonté qu'ils aient la vision béatifique ne suffit pas. Il faut que ça se traduise en actes. Si on a juste la volonté mais qu'on ne fait rien, ça ne sert pas. C'est déjà une étape, mais ça ne sert pas à grand chose. L'amitié, c'est aussi savoir renoncer à son propre bien pour celui de l'autre, voire donner sa vie pour les autres. Et c'est seulement quand les membres d'une même société entretiennent des liens de vraie amitié, l'amitié telle que je l'ai décrite là, c'est seulement à ce moment-là que la société va réaliser ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire unir aussi, elle est composée de personnes qui vivent en vraie amitié, et l'amitié qui ne peut pas exister, s'il n'y a pas d'ordre, de justice, ce qui permet de bien vivre en toute amitié. Alors l'amitié politique peut paraître parfois contradictoire parce que, comme je le disais, l'amitié politique est obligatoire pour que la société vive bien, mais bon, une amitié obligatoire, on se dit c'est pas trop une amitié. Si je suis forcée d'aimer mon voisin, ma voisine, alors que je m'entends pas bien avec eux ou quoi, c'est vrai que ça peut paraître plus compliqué. Mais comment, ça peut paraître une contradiction, on va dire, mais Aristote nous donne la réponse dans son livre Politique. Comment surmonter ce qui apparaît comme une contradiction, amitié obligatoire. Il dit: la cité est une pluralité qui, par le moyen nécessaire de l'éducation, doit être amenée à une communauté et à une unité. Et c'est là qu'on aborde déjà un point très important, évidemment pour les hommes, mais aussi pour les femmes, d'où voilà pourquoi je vous parle de tout cela. C'est qu'il est important d'éduquer ces enfants de façon à ce qu'eux-mêmes comprennent aussi l'importance de la société, du bien commun. Alors évidemment, on va peut-être pas leur donner le cours tel que je vous le donne à vous, mais faire comprendre que non, tu n'es pas tout seul. Il y a d'autres gens. Déjà dans la famille, c'est un bon apprentissage parce que quand on a des frères et sœurs, on est obligé de parfois faire des sacrifices pour les autres. On n'est pas tout seul, donc c'est pas mon petit bien individuel. C'est il y a le bien de la famille aussi. Ça peut être déjà un apprentissage, et donc il faut leur montrer quelle est leur fin ultime d'individus, et qu'ils comprennent, qu'ils sachent aussi parfois renoncer à certaines choses pour le bien commun. Et là, on voit déjà bien le drame que ça provoque dans la société actuelle, qui est en train de fabriquer, mais c'est même pas une éducation, mais par manque d'éducation, justement, on est dans une société où les enfants, puis les adolescents et ceux qui sont maintenant adultes, ont été éduqués pour être ou n'ont pas été éduqués et sont donc égoïstes, individualistes, et on voit le mal que ça provoque parce que chacun pense à soi et juste à soi. Et le fait de bien comprendre le bien commun, la société politique, etc., c'est des choses qui s'apprennent, je le répète, pas en ces termes, mais qui s'apprennent quand même déjà dans la famille. D'où le rôle important de l'homme, mais aussi de la femme qui doit comprendre tout ça. La femme qui a peut-être parfois tendance à surprotéger ses enfants, ou on veut pas trop que l'enfant ait des frustrations, etc. Là, il faut bien voir que c'est pour son bien finalement, et c'est pas seulement pour son bien, c'est pour le bien de la famille, et au-delà de ça, c'est pour le bien de la cité et de la société politique. Il faut donc chercher à bien ne pas oublier tout cela dans l'éducation des enfants, et surtout comprendre que l'amitié politique est une émulation. Donc émulation, c'est un peu concurrence, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire mutuellement on s'aide et avec bienveillance, on s'aide à toujours donner, faire mieux. Et donc on doit apprendre comme ça à rechercher vraiment la vérité, pratiquer les vertus, s'entraider pour cela, et vraiment aider à s'aider, s'entraider à finalement atteindre le bien commun et l'amitié politique.
Alors, quelles conséquences pour les hommes et les femmes, concrètement, de tout ça? Donc, j'en ai un petit peu parlé déjà de l'éducation. Mais tout d'abord, bien comprendre tout ce qu'on vient de dire, et pour comprendre que nos choix individuels, même déjà nous tout seuls, en plus nous, dans notre famille, tous ces choix ont vraiment des conséquences à plus large échelle, même si on ne les voit pas tout de suite. Alors peut-être que les hommes ont davantage cette vision globale et cette vision à long terme, mais comme je le disais, les femmes, on va avoir un petit peu plus de mal. Donc il faut vraiment voir que tout ce que l'on fait au quotidien déjà, presque tout ce que l'on fait, va vraiment avoir une importance et une conséquence sur le politique. Et nous devons comprendre, comme je le disais, ça parfois on ne le voit pas non plus, comprendre l'importance du politique et de ses deux finalités, donc le bien commun et la gloire de Dieu, comprendre l'importance de nos choix et comprendre que parfois il faut savoir faire des sacrifices pour le bien commun, parce que le bien commun passe avant le bien individuel. Comme je l'ai dit, le bien commun de toute façon est ordonné, va apporter le bien individuel, mais parfois ça suppose des sacrifices de notre part. Mais évidemment, il faut savoir le faire. On est dans une société qui ne nous apprend pas du tout ça, et c'est pour ça il faut vraiment. Ça peut être peut-être un effort, peut-être à une autre époque, c'était sûrement plus facile de comprendre toutes ces choses. Mais voilà, là, il faut essayer d'intérioriser pour mieux comprendre et bien comprendre aussi que le bien commun, c'est évidemment le bien de tous, de l'ensemble, mais c'est aussi le meilleur pour chacun. Et avoir ces deux aspects, ne pas dire tout le temps juste le bien commun, le bien de tous, le bien de tous, le fait de dire aussi que c'est le meilleur pour chacun permet d'éviter le totalitarisme qui dit que non, c'est que le tout qui compte et on s'en fiche on méprise, on va dire, les biens individuels. Et de l'autre côté, ça évite le personnalisme qui dit donc que c'est d'abord moi, mon bien individuel qui est supérieur. Ça évite en fait les deux écueils. Comme d'habitude, c'est une question vraiment d'équilibre tout simplement. Donc voilà, comme je le disais, on a peut-être plus en tant que femme une vision à court terme, on voit à la limite notre famille, bon, parfois on voit à l'échelle de la paroisse, à la limite, mais c'est vrai qu'on va avoir du mal à voir loin. Donc voilà, ça s'apprend tout simplement de comprendre cela et aussi de comprendre que c'est le bien commun avant le bien des proches et avant le bien que nous on suppose le meilleur pour ceux qui nous entourent et voilà, quand on comprend, c'est plus facile déjà de s'y soumettre, parce que bon, je dis le mot soumettre parce que c'est vrai que parfois, voilà, ça suppose un sacrifice. Ça permet aussi de s'y investir, de s'y intéresser et de comprendre que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je pense qu'il y a un autre écueil à éviter, c'est que plusieurs personnes, en ne comprenant pas l'importance de la société politique et du bien commun, vont se désintéresser, comme je le disais en introduction, et vont se dire... je me repose sur les autres. Je laisse les hommes s'en occuper. Et puis bon, les femmes que ça intéresse, à la limite, moi, non, quand même, déjà, je suis une femme. Alors, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les hommes. Je laisse les hommes faire. Ou alors, je laisse les personnes que je trouve plus intelligentes. Il y en a qui sont faits pour la politique. Moi, non, vraiment, je laisse faire. Je m'y intéresserai plus tard. De toute façon, ça, c'est pas pour moi. C'est une vocation. Moi, non, c'est pas pour moi. Eh bien, non, c'est vraiment... on a tous et toutes... notre rôle à jouer, certes de façon différente, certes à différentes échelles, mais on ne peut pas nier ou laisser cette responsabilité aux autres. C'est vraiment la responsabilité de chacun. On fait tous partie de la société politique. On a tous un rôle à jouer pour le bien commun de cette société. C'est très bien d'avoir un idéal, c'est déjà ça. Et il faut maintenant, après, évidemment, le mettre en pratique. Tendre, on va dire qu'il faut avoir un idéal, mais tendre à ce qu'il soit effectif. Sinon, si c'est que des idées, c'est déjà bien, c'est la première pierre, on va dire, le premier pas, mais il faut évidemment après développer cet idéal de justice, d'ordre, d'amitié, et vouloir évidemment l'appliquer dans notre vie quotidienne. On peut avoir tendance aussi, en voyant la société, tout ce qui se passe, à se dire, bon, de toute façon, c'est fichu. De toute façon, rien ne va et c'est pas demain que ça va s'arranger. Donc, je ne fais rien.
je reste à ma place discrètement dans mon coin, je survis. Voilà, c'est le contraire de ce que je disais avant. C'est pas on vit et on vit bien et on tend à la sainteté, c'est je survis, je fais le minimum, je reste un peu dans le défaitisme ou la médiocrité. Et voilà, non. Là, il faut vraiment ne pas baisser les bras. Et même si peut-être on a l'impression que la société va mal, et bon, c'est pas qu'une impression, elle va mal, mais justement, le fait de prendre conscience de nous, ce qu'on peut faire au quotidien, même si ça va pas tout de suite changer immédiatement toute la société et que tout ne va pas aller mieux juste parce que vous faites des efforts, mais en tout cas, si personne n'en fait, ça va pas s'arranger, mais vos petits efforts au quotidien, petit à petit, vont permettre à la société d'aller mieux. Si on reste dans le défaitisme et la médiocrité, c'est sûr que si on baisse les bras, ça va pas s'arranger. Donc, avoir les bonnes idées, c'est bien, et ensuite, il faut les mettre en pratique, évidemment. Je vais passer à la dernière partie de ce premier cours, comment définir la femme dans cette société politique. Là, j'ai plus parlé de homme comme femme, un peu les conséquences et ce que l'on doit faire au quotidien. Là, on va plus parler vraiment de la femme. On a vu donc la société de façon générale, la place de l'individu par rapport à la cité, la partie qui est ordonnée au tout. Et maintenant, on va voir que voilà, l'homme et la femme, tous les deux, doivent travailler au bien commun, mais évidemment, tous les deux ne travaillent pas forcément au bien commun de la même façon. Hommes et femmes n'ont pas ni les mêmes aptitudes, ni les mêmes talents, ni la même force, ni la même façon de fonctionner, pardon. Ça ne veut pas dire que la nôtre est mauvaise, ça ne veut pas dire que la leur est meilleure et vice-versa. C'est juste, c'est différent et c'est complémentaire. Donc pour nous, ça va peut-être être plus difficile de faire des sacrifices en vue du bien commun. Pour les hommes, ça sera peut-être plus facile, plus évident. Après, c'est une généralité, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Mais il est important que chaque sexe, homme et femme, reste à sa place et surtout, capitalise sur ce qu'ils ont reçu pour que tout rentre dans l'ordre, on va dire. La société actuelle est individualiste, donc ça s'oppose à tout ce que j'ai dit, tout ce qu'il fallait faire pour le bien commun. La société est individualiste. Et deuxièmement, la société actuelle est androgyne, c'est-à-dire créer une espèce de confusion permanente entre l'homme et la femme, que ce soit physiquement, par la façon de s'habiller, que ce soit dans les occupations, dans le travail, de toutes les façons possibles. On essaye de créer une société où l'homme et la femme se confondent. Il n'y a plus de spécificité, il n'y a plus d'individualité par rapport à cela. On en parlera dans le deuxième cours. Et donc voilà, c'est déjà deux gros écueils, on va dire, à éviter. Donc, je vais vous parler maintenant je vais développer un petit peu plus ces deux points, société individualiste et société androgyne. Et que peut faire la femme par rapport à ça? Donc société individualiste, c'est vraiment, femme indépendante versus femme dépendante. Dans la société actuelle, c'est chacun poursuit son petit bonheur, son plaisir, ses désirs. La notion de bien commun n'existe plus du tout. C'est vraiment chacun vit pour soi. Le but, c'est que moi, je sois heureuse. Je vis pour moi et je m'en fiche un peu des autres. En ce qui concerne la femme, on veut vraiment la rendre complètement indépendante. C'est-à-dire, l'homme doit être un accessoire, à la limite un accessoire sympathique, encore que maintenant l'homme est vraiment vu comme la bête noire à abattre. Mais bon, à la limite, on peut avoir un homme dans sa vie, mais vraiment comme accessoire, c'est-à-dire le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, mais ça ne va pas être dans une idée de complémentarité, d'échange. C'est vraiment l'homme en plus, mais la femme ne doit surtout pas dépendre de qui que ce soit. Elle ne doit pas non plus devenir, les enfants, c'est pareil, les enfants ne vont pas être considérés comme, à leur juste valeur. Ça va vraiment être, les enfants sont des objets de plaisir, sont un petit plus, quoi, si on a vraiment fait sa carrière, si on a déjà terminé tout ce qu'on voulait faire, si on a un peu d'argent, puis si on veut bien paraître et poster des photos mignonnes de bébés sur Instagram, ah bah oui, il faut peut-être que j'ai un enfant, voilà. C'est vraiment l'accessoire pour nous satisfaire, si on en a envie, et puis ça s'arrête là.
Donc voilà, là entre l'homme, les enfants, c'est les accessoires, mais la femme veut rester vraiment plutôt seule et indépendante. On le voit avec l'essor du développement personnel aussi, ça c'est très à la mode. Alors il y a des choses bien, parce qu'effectivement je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était beaucoup de choses qu'on occultait et peut-être qu'on n'a pas pris le temps d'avoir un petit peu de finesse psychologique ou de développer certains thèmes. Ou pareil, dans l'éducation des enfants, il y a des choses à l'heure actuelle qui sont bonnes à prendre. Peut-être qu'avant, c'était peut-être un peu trop... voilà, on mène tout à la baguette, on n'essaye pas de comprendre l'enfant, il n'y avait pas beaucoup de finesse psychologique, etc. Enfin, je dis ça, c'est général, hein, ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a des bonnes choses à prendre. Il y a certaines bonnes choses à prendre dans certaines méthodes d'éducation actuelles, il y a certaines bonnes choses à prendre dans le développement personnel, mais le problème de notre société actuelle, c'est que tout est poussé à l'extrême. Donc maintenant, le développement personnel, c'est moi qui compte, c'est mon ressenti, c'est ce que je veux, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle dans ma vie. Je m'en fiche de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres, c'est vraiment moi en premier, moi, et personne n'a rien le droit de me dire. Si quelqu'un te dit quelque chose, c'est quelqu'un qui empiète sur ta bulle personnelle, c'est mauvais, n'écoute pas. Donc bon, il y a certaines choses bonnes à prendre, mais quand on pousse à l'extrême comme dans notre société, c'est vraiment, ça fait vraiment des catastrophes, ça fait des individualistes, des hommes ou femmes individualistes qui ne comprennent pas l'intérêt et la beauté finalement de dépendre mutuellement des autres, de construire quelque chose ensemble et d'être dans cette amitié politique dont on parlait et d'avoir une vision plus à long terme avec le bien commun. Là, c'est chacun pour soi et c'est complètement idiot et on voit que ça se casse la figure d'ailleurs, parce que ça ne peut pas marcher quand il n'y a pas cette vision plus globale. Donc la femme a du mal à dépendre de qui que ce soit maintenant, que ce soit financier. Alors, au début, c'était plus financier, c'était plus le côté... voilà, la femme doit surtout pas dépendre du compte en banque de son mari. On sait jamais s'il la quitte, si ceci, si cela. Bon, et maintenant il y a même un nouveau courant, je dirais que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. Maintenant, c'est surtout la femme ne doit pas dépendre affectivement d'un homme. Donc maintenant, même le fait d'avoir un fiancé, un mari, un copain, peu importe, même ça, les femmes considèrent ça maintenant comme une faiblesse. C'est-à-dire, je dépends d'un homme affectivement, je dépends du regard qu'il a sur moi, des compliments qu'il peut me faire, de toute cette relation d'affection et d'amour qui finalement, aide la femme aussi à rayonner, à se développer, à prendre confiance en elle. Mais même ça, maintenant, c'est vu comme quelque chose de mauvais. Toute dépendance, quelle qu'elle soit, est vue comme mauvaise. Donc c'est pour ça que je dis maintenant, l'homme est vraiment la cerise sur le gâteau. Une fois que je me sens complètement épanouie sur tous les plans, voilà, je peux, de même que j'achèterais une maison, une voiture, bon bah voilà, je me mets en couple. C'est vraiment ça. Alors, il est vrai que les relations entre les hommes et les femmes sont très tendues à notre époque. C'est dû aussi à de vrais problèmes et de vraies injustices qui ont vraiment existé, quoi. On ne peut pas le nier. On voit avec le Code Napoléon, par exemple, que le Code Napoléon était vraiment un retour en arrière par rapport aux droits des femmes. Et sous Napoléon, la femme a été reléguée au rang des mineurs et des fous. Je comprends qu'il y ait eu des femmes et qui aient voulu se rebeller contre ce genre de situation. Il y a aussi beaucoup de déception vis-à-vis des hommes. Ça, c'est réciproque de toute façon. Je pense que tout s'est aggravé. Les femmes ne tiennent plus leur rôle, les hommes ne tiennent plus leur rôle. Chacun est fâché contre tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile de faire le premier pas pour refaire confiance aux hommes et leur redonner leur place, parce qu'on a l'impression toujours que les hommes ne sont... Pareil, c'est des généralités que je fais, ça ne s'applique pas ni à toutes les femmes ni à tous les hommes, mais de façon générale dans notre société, les hommes sont moins virils, les femmes sont moins féminines, et forcément, voilà, ça crée beaucoup de tensions et de manque de confiance aussi, comme je le disais, entre les deux. Chacun préfère partir de son côté pour créer son bonheur, entre guillemets, parce que ça ne sera pas le vrai bonheur, mais chacun part de son côté et veut être indépendant. Mais malheureusement, on le verra juste après, moins les femmes sont viriles, moins les hommes sont virils, moins les femmes sont féminines et vice-versa. Et il y a aussi deux écueils à éviter, et ça, je pense que ça
ça se voit aussi dans nos milieux. Deux écueils à éviter, c'est les hommes qu'on pourrait appeler les hommes primaires, qui considèrent vraiment les femmes comme voilà, distributeurs de plaisir, distributeurs de services, qui s'intéressent pas forcément à elles, à leur psychologie, à leur façon de fonctionner, à leurs besoins spécifiques, puisque les femmes, évidemment, n'ont pas les mêmes besoins que les hommes. Et de même, il y a aussi des femmes primaires qui ont, comment dire, une difficulté aussi à reconnaître les vraies qualités d'un homme, ce qui fait vraiment un homme aujourd'hui. En même temps, quand on voit les hommes dans la société, c'est vrai que ça donne pas forcément des bons repères et de bonnes images, mais qui ont tendance peut-être à se tourner vers des hommes dont elles vont avoir l'impression qu'ils vont satisfaire leurs besoins parce qu'ils vont dans leur sens, alors que non, en vrai, on a besoin d'un homme qui nous dit ça va pas, qui nous recadre, on va dire. Un homme qui va toujours dans notre sens, finalement, va pas nous aider à grandir. Ça, j'en parlerai après dans les autres parties, mais voilà, on a besoin aussi d'un homme qui nous rationalise, et c'est vrai que les femmes vont peut-être avoir tendance à se tourner vers des hommes, que ce soit fréquentation, fiançailles, mariage, voilà, vont peut-être faire les mauvais choix parce qu'elles prennent la solution de facilité, elles se dirigent vers des hommes qui finalement ne les contredisent pas, ne vont pas aller contre leurs instincts primaires, vont vraiment aller dans leur sens et vont les laisser faire sans... Et finalement, ça va pas les faire grandir, quoi, et grandir en maturité, mais même grandir en sainteté, j'allais dire. Donc finalement, les femmes font aussi des mauvais choix, finissent déçues, finalement tout le monde est déçu, donc c'est assez compliqué. Voilà pour la société individualiste et tout ce que cela peut provoquer. Et maintenant, pour terminer, on va voir côté androgyne le problème que cela peut poser. J'en ai parlé souvent dans celles qui ont été là l'année dernière quand j'ai parlé du féminisme. J'en ai parlé déjà, mais voilà, la société, comme je le disais, androgyne, donc c'est qui veut gommer les différences hommes-femmes. Et le problème de la société, c'est qu'on est sous un filtre, un prisme conflictuel. Donc tout est... beaucoup de choses, en tout cas, se résument souvent à une lutte. La lutte des classes, voilà. Et là maintenant, c'est la lutte des sexes. C'est vraiment... l'homme et la femme sont toujours vus comme des opposés. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas pareils, c'est vrai qu'ils sont différents, ils fonctionnent pas de la même façon, mais ils sont complémentaires. Donc oui, depuis le péché originel, c'est un peu plus compliqué de s'entendre, mais en tout cas, on est fait pour s'entendre. Le bon Dieu nous a créés pour qu'on s'entende. Certes, c'est plus compliqué, mais il faut tendre à cet idéal. Et nous, dans notre société, on est vraiment marqué par l'antagonisme, la lutte des classes. L'homme et la femme doivent s'opposer. L'homme et la femme sont en lutte pour le pouvoir. Le but, c'est d'avoir le pouvoir. Alors au début, c'était juste la femme... non, mais les féministes disaient on veut juste être... au moins juste être l'égal des hommes, avoir la même chose, les mêmes droits, etc., la même dignité, alors que maintenant on voit que ça se résume pas du tout à ça. Et bon, le féminisme n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, mais maintenant c'est vraiment prendre le pouvoir. C'est pas seulement être l'égal, égal à l'homme, c'est vraiment être supérieur à l'homme. Il faut vraiment essayer de voir que tout cela est faux. Comme je le disais, l'homme et la femme se complètent. C'est vrai dans l'ordre physique, j'allais dire, mais aussi dans l'ordre spirituel. Et il est vraiment important de rappeler tout ce que l'un peut apporter à l'autre et vice-versa. Si on se réfère au récit de la Genèse, la femme est la compagne de l'homme, a été créée pour l'homme. Adam, malgré vraiment le récit de la Genèse, on trouve, plus on l'explore, plus on voit plein de détails et de choses vraiment intéressantes. Et on voit que Adam, après avoir eu toute la création, c'est-à-dire Dieu a tout créé pour lui, il avait un paradis pour lui, tous les animaux, tout, enfin il avait tout pour être heureux. Et malgré ça, il lui manquait quelque chose, et c'est là que le bon Dieu a dit faisons Ève à son image, et pour être sa compagne, et pour qu'il ne soit pas seul. Et donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment Dieu lui-même qui a voulu que l'homme et la femme soient tous les deux sur cette terre, se complètent. Et si l'homme avait pu être seul, survivre seul et être heureux seul, il l'aurait certainement laissé tranquille, entre guillemets. Donc la femme, pour qu'il ait la paix...
Voilà, aussi. Oui, bah oui, c'est ça. Donc, bon, Dieu est tout-puissant, donc il aurait pu imaginer d'autres solutions. Donc, s'il a trouvé cette solution-là, et en plus, on voit que Dieu ne va pas créer Ève comme il a créé Adam. Donc, Adam, il a pris de la glaise, de sa salive, et il l'a créé. Bon, même si c'est de façon imagée, mais en tout cas, on voit la différence, alors que la femme, il prend une côte d'Adam pour faire Ève. Donc, on voit bien que la femme a été créée à partir de l'homme et pour l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est son esclave, c'est pas non plus pour qu'il en jouisse de façon égoïste, c'est vraiment une aide semblable à lui pour l'aider à atteindre sa fin, ce pourquoi il a été créé. Et c'est Pie XII qui disait « Les deux sexes, en vertu de leurs qualités particulières elles-mêmes, sont ordonnés l'un à l'autre de manière que cette mutuelle coordination exerce son influence dans toutes les manifestations multiples de la vie humaine et sociale. » Donc on voit vraiment qu'ils sont faits l'un pour l'autre et chacun apporte quelque chose à l'autre finalement. Donc nous voyons ce qui est important par rapport, en tout cas quand on regarde la société actuelle et quand on regarde cette société politique dont je vous ai parlé, cette société idéale, c'est peut-être pas le mot parce que c'est très concret, mais je veux dire ce à quoi on doit tendre en tout cas. On voit ce qui est important et ce sur quoi la femme doit travailler, c'est déjà, comme on l'a vu, comprendre et accepter que la partie est ordonnée au tout et que le bien commun passe avant le bien individuel, apprendre à avoir cette vision plus globale et à long terme. Et la deuxième chose, c'est accepter que l'homme et la femme aient des rôles distincts et en même temps complémentaires, et que dépendre de l'autre, donc dépendre de l'homme, pour former une société politique, une véritable société politique, n'est pas mauvais en soi et ne va rien enlever à notre dignité, à notre valeur, à notre rôle. Voilà, on n'est pas... les femmes ont souvent l'impression qu'elles sont peut-être amoindries par rapport à l'homme, que l'homme a peut-être plus un rôle qui va être plus dans l'action, plus visible, plus à l'extérieur de la famille, par exemple. La femme va se dire, oui, bon, bah moi, je suis, surtout si on est mère au foyer, voilà, je suis à la maison, c'est pas très intéressant, c'est peut-être même pas très important. Oui, c'est important parce que je permets à mes enfants de survivre, je leur donne à manger, je leur donne de l'affection, voilà, mais bon, ça s'arrête là. Et non, il faut vraiment que la femme comprenne que tout ce qu'elle fait au quotidien, même si parfois c'est dans un cercle plus restreint ou plus petit, tout cela a son importance et il faut vraiment en avoir conscience et se dire c'est pas seulement important juste pour la survie de mes enfants ou de mon mari, c'est vraiment important, voilà, c'est à mettre en perspective avec tout ce qu'on vient de voir, c'est important pour le bien commun et c'est important pour la société politique et c'est important pour remettre de l'ordre dans la société. Donc tout ce qui peut-être vous paraissait ou abstrait jusque-là ou vraiment lointain, voilà, j'aurais atteint mon objectif si vraiment vous comprenez que la femme a un rôle à jouer, un rôle important, et que ses actions peut-être individuelles et quotidiennes ont vraiment une importance dans la famille, mais aussi dans la cité et dans la société politique. Et dans les deux prochaines parties, on verra vraiment de façon un peu plus complète voilà, tout ce rôle de la femme, tout ce qu'elle peut peut-être d'abord travailler par rapport à elle-même en tant que femme, vraiment comprendre son rôle. Souvent je dis vocation, mais je sais que c'est pas le bon mot parce que vocation c'est vraiment vocation religieuse, mais tout simplement ce à quoi elle est appelée, ce à quoi elle doit tendre avec sa nature spécifique, et ensuite plus au quotidien en tant que, ça sera la troisième partie, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'éducatrice, plus ça, mais au début déjà en tant que femme, puisque déjà bien se connaître va permettre aussi de mieux bien se connaître et connaître son rôle, permet de mieux rayonner et de mieux exercer son rôle tout simplement.